Après le petit-déj, nous arrivons maintenant, amis téléspectateurs, à l'école de la vie. Et notre consultant, c'est Monsieur Zabi Frédéric. Bonjour. Bonjour madame. Il est, il est psychothérapeute et avec lui aujourd'hui, on pose une question. On va essayer d'y répondre en quelques minutes. Comment être le vrai éducateur de son enfant? Waouh, un vaste programme madame. Ouais, Un très vaste programme. à ce moment-là, on se demande, mais est-ce que ce thème veut dire que les parents ne sont pas les vrais éducateurs de leurs enfants? Ben, j'ai envie que les parents le découvrent eux-mêmes, qu'ils ne sont pas vraiment éducateurs de leurs enfants. Premièrement, en termes de volume horaire qu'ils passent avec leurs enfants. Je parlais des parents modernes qui sont dans les villes aujourd'hui. Ils se réveillent très généralement autour de 5h, 5h30 du matin. Ils vont, pendant qu'ils sont à la maison, entre 6h et 6h30, ils sont en train de se préparer pour aller au travail. Les enfants également se préparent pour aller à l'école. Ils se dépassent dans la maison. C'est des instructions qu'on donne aux enfants. Passe ici, ne fais pas ça, prends ton petit-déj, prépare ton cartable, etc. Ça dure à peu près 5 minutes. Oh, 10 minutes que je suis jeune. Madame, essayez de voir dans votre propre situation combien de temps vous passez avec vos enfants à la maison avant de venir au travail, combien de temps vous échangez entre vous. Et vous allez voir que quand vous quittez la maison, toute la journée vous êtes partis, les enfants sont à l'école, vous ne les voyez pas, vous ne les voyez que le soir. Et le soir, très généralement, quand vous rentrez, vous êtes à la cuisine, préoccupé de leur trouver quelque chose à manger. Et très souvent... Et ça, c'est quand on rentre tôt, hein? Quand on rentre tôt. Sinon, on peut rentrer tard et les enfants dorment déjà. Ça fait que très souvent, dans les grandes villes, vous avez des parents qui peuvent passer pratiquement une semaine sans voir leur enfant. Donc, en termes de volume horaire que les parents passent avec leur enfant, ils ne sont pas éducateurs. Et en termes de qualité d'intervention auprès de leurs enfants, très souvent, ça laisse à désirer parce que ce ne sont que des ordres et des instructions. Et à la lumière de cela, on découvre qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent dans l'éducation des enfants. Lesquels? Il y a l'école, par exemple, qui prend le relais. Mais avant l'école, il y a d'abord les gens de maison, les domestiques. Le personnel à la maison. Le personnel de maison. Très souvent, voilà le deuxième type d'éducateur qui intervient auprès de nos enfants, parce que très souvent, ce sont eux qui sont là. Et malheureusement, ce sont des éducateurs par procuration. Les parents leur délèguent leur pouvoir d'éducateur, du moins d'éleveur, parce que je pèse encore là mes mots. Il y a une grosse différence entre élever un enfant et l'éduquer. Je l'ai déjà expliqué sur ces plateaux. Élever, c'est tirer vers le haut. Mais ça nous ferait du bien que vous puissiez revenir sur ce point-là en nous aidant à faire encore une fois la différence. C'est très bien, madame. Élever, ça signifie tirer vers le haut. Ça signifie également au niveau des hommes donner des aliments, donner de la nourriture, donner des soins, donner de la sécurité à quelqu'un. De ces points de vue, l'homme élève et les animaux élèvent. Les animaux mettent bas, elles donnent de la nourriture à leurs petits, elles leur prodiguent des soins et de la sécurité. L'homme fait de la même façon. Et l'homme n'est pas si différent que ça quand il reste dans ce rôle. La différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme, en plus d'élever, l'homme, il éduque. Il donne des valeurs à quelqu'un. Il emmène quelqu'un à quitter un état pour arriver dans un autre état, à quitter l'enfance pour arriver dans l'adolescence, à quitter l'adolescence pour aller dans l'âge adulte. Donc l'homme, de ce point de vue, donne une éducation, contrairement à l'animal. Mais quel est le constat que nous faisons? C'est que dans la plupart des situations, la plupart d'entre nous se contentent juste d'être un éleveur. C'est-à-dire de donner des soins, de donner de la nourriture, de donner de la sécurité. Et très souvent, quand on le fait avec de gros moyens, on se dit, mais on a fait le maximum. Alors que ça, c'est le rudimentaire. C'est vraiment le naturel. C'est l'instinctuel. Le plus difficile, c'est de donner une bonne éducation. Une bonne éducation, c'est-à-dire donner des valeurs à quelqu'un pour en faire quelqu'un qui assume des statuts, assume des rôles sociaux. Voilà toute la différence. Et donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, quand on est dans la position d'éleveur, on délègue très souvent nos pouvoirs à nos gens de maison. On leur dit, pendant que je ne suis pas là, il faut donner à manger aux petits. À 16 heures, donne-lui son goûter. Et ça s'arrête à ça. Et on lui abandonne une grosse maison, par exemple, de 10 pièces. La pauvre domestique, elle est en train de se... tu as la tâche pour entretenir votre maison. Elle doit dans le même temps préparer la nourriture. Elle doit en même temps s'occuper de votre enfant. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on constate, madame? La présence permanente de spécialistes dans certains domiciles a montré que pour se débarrasser de la tâche d'éducateur par procuration,
On peut commencer à droguer l'enfant avec des comprimés pour que l'enfant il passe le temps à dormir pour ne pas l'embêter. C'est déjà malheureusement arrivé, oui. Ça arrive. Ça fait que vous avez des enfants et comme les parents, très souvent, je l'ai dit et j'ai pesé mes mots, comme ils se contentent d'être des éleveurs, ils n'ont pas la culture de savoir les souffrances psychologiques de leurs enfants. Ils ne peuvent même pas savoir si leur enfant commence à développer une addiction déjà à la drogue. Quand je parle de drogue, très souvent, la plupart des gens se réfèrent à la cocaïne, à l'héroïne, mais on oublie qu'il y a des comprimés, il y a des amphétamines, il y a plein d'autres formes de drogue. Les enfants développent une addiction à ces drogues-là à l'insu totale de leurs parents. Les enfants sont victimes de maltraitance à l'insu totale de leurs parents parce que les parents, ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour voir leur enfant. Ça, c'est le constat malheureux. Et donc, ceux qui sont les acteurs premiers de ces drames domestiques, ce sont les gens de maison qui malheureusement passent beaucoup de temps avec nos enfants sans aucune formation pour assumer l'éducation de leurs enfants. C'est comme si les parents confiaient leur voiture à des dentistes. La voiture a besoin de soins, au lieu de l'envoyer chez un mécanicien, on l'envoie chez un dentiste. Exactement cette situation qui se passe dans nos domiciles, madame. Mais permettez-moi de saluer aussi le travail de plusieurs domestiques qui sont... qui ont la conscience professionnelle et qui font bien leur travail. Ce qu'on vient de citer, ce n'est pas une généralité. Il y en a qui, malheureusement, font mal les choses, mais il y en a aussi qui arrivent à bien s'occuper de la maison et des enfants, n'est-ce pas? Chapeau à ces belles dames, madame. Merci. Mais si, moi, ma position, c'est que si ce corps de métier pouvait être supprimé, ce serait la meilleure chose pour les enfants, madame. Pourquoi je dis ça? Vous savez, on copie certains phénomènes, on prend juste la carapace sans en prendre l'essence. Le phénomène des gens de maison, en général, c'est en Europe que ça a été beaucoup vu au Moyen-Âge, pendant les moments d'aristocratie et autres. Très souvent là-bas, les gens, ils employaient les filles, ils employaient des dames qui avaient des expériences de maternité, qui avaient des expériences de vie de famille pour s'occuper de leurs enfants. Et pour bien faire les choses, ils les employaient avec leur famille. Monsieur est dans le jardinage, par exemple, madame est dans le ménage, les enfants sont à la maison. Et en ce moment-là, ça fait que quand vous l'avez employé, vous avez ces enfants qui sont les compagnons de jeu de vos enfants. Vous avez monsieur qui est là, on n'a pas besoin de créer un quartier défavorisé à côté d'un quartier huppé, comme on le voit par exemple chez nous ici. Ça règle pas mal de problèmes. Et aujourd'hui, les choses ont changé, bien évolué. Les choses ont changé, mais chez nous ici, dans le mauvais sens. On emploie des mineurs, madame. On emploie des gens qui n'ont pas beaucoup de bagages, à qui on confie des tâches qu'ils ne doivent pas assumer, madame. L'éducation, ce n'est pas quelque chose de bestial. C'est quelque chose qui doit s'apprendre. Devenir un parent doit s'apprendre. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur de la parentalité qui méritent qu'on apprenne. Parce que la matière sur laquelle on travaille, c'est l'homme, avant et après tout. C'est sur l'homme qu'on travaille. Et on veut que cet homme-là joue un rôle dans la société. On veut que cet homme soit quelqu'un de très responsable. Et donc, on doit lui donner le meilleur. Et donc, madame, voilà le deuxième type d'acteur. Et quand ces acteurs laissent la place, c'est l'école qui reprend le flambeau. Malheureusement, là encore, il y a des problèmes. À l'école, on retrouve des amis de classe, on retrouve des éducateurs, Non, j'étais juste en train de citer ce que nous retrouvons dans ce cadre-là à l'école. On a bien sûr les enseignants, comment je vais dire, les responsables. On peut retrouver le fondateur, le directeur d'école. On peut retrouver encore même le personnel pour s'occuper du nettoyage de l'établissement. Et bien sûr, nos amis, nos camarades de classe. OK. Donc, dans l'école, je prends deux catégories de personnel. Le personnel enseignant et le personnel d'encadrement. Le personnel enseignant a le devoir d'inculquer à nos enfants le savoir intellectuel. Comment comprendre que les choses fonctionnent. Comment enseigner à quelqu'un à pouvoir assumer une profession. On les guillonne pour qu'il arrive à une profession. On les guillonne pour qu'il puisse, dans son avenir, assumer... un rôle social. C'est cela. Voilà le rôle de l'école. En principe, l'école devrait pouvoir enseigner aux enfants le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Parce que c'est le savoir-être qui est la finalité de la vie, madame. Une chose
est d'apprendre à quelqu'un à gagner sa vie. Mais une autre chose très importante et plus délicate est d'apprendre à quelqu'un à gagner sa vie, à réussir sa vie. Parce qu'on peut gagner sa vie Sans la réussir. sans la réussir. Et la réussir, ça, c'est l'équation cardinale de la vie. Réussir la vie. Normalement, l'école devrait pouvoir aussi enseigner cela. Mais c'est le devoir premier des parents. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Ramener les parents au centre de l'éducation de leur enfant. Parce que c'est cela. Donc, dans leur rôle de transmetteur de valeurs, les enseignants aujourd'hui s'arrêtent juste à ça. Ce n'est pas leur faute. Ils ont reçu un agenda. Et ils respectent cet agenda. Ils donnent la quantité de savoir en griffe qu'ils ont à transmettre. La sonnerie sonne, ils prennent leur cartable, ils vont à la maison. Et ils abandonnent les enfants entre les mains d'acteurs très dangereux. Les pères, je vais parler des amis. P-A-I-R-E, les pères. Ceux-là, madame, ils m'intéressent particulièrement. Particulièrement. Oui, à cause de leur méthode. Malheureusement, les parents ne savent pas lire. Parce que si les parents savaient lire les méthodes utilisées par les amis de leur enfant, ils deviendraient d'excellents parents. Et le conseil de ce jour, madame, à chaque parent, c'est de regarder comment les amis fonctionnent avec leurs amis. Mais comment il fonctionne? Donnez-nous quelques exemples, s'il vous plaît. Je vais pouvoir le Y faire. arriver. Madame, vous savez, quand un ami va vers un autre ami, il lui propose une idée. Il argumente son idée. C'est cela. Il illustre son idée par des choses qui sont dans l'intérêt de celui à qui il parle et non pas dans lui son intérêt. C'est vrai. Et quand il a fini de présenter le plateau, il vous laisse décider. Il vous donne l'impression que c'est vous qui décidez. Or, en réalité, il a fermé toutes les portes. Ouais. Il ne vous laisse pas d'issue de secours. Mais il vous donne l'impression que c'est vous qui décidez. Contrairement aux parents, où on est dans une relation verticale. Le père, il est en haut, la mère est en haut. Elle donne des instructions et des ordres. Passe ici, ne fais pas ça. Fais ça parce que ça plaît à maman. Mais lui, qu'est-ce qui lui plaît? On s'en fiche. L'ami ne fonctionne pas comme ça. L'ami vient, il explique. Voilà, j'ai envie qu'on fasse telle chose. Mais voilà ce que tu gagnes à faire cette chose. Voilà, tu as intérêt à aller dans ce sens-là parce que. Et à force d'arguments, à force de persuasion, il finit par emporter l'adhésion de l'enfant. Si chaque parent pouvait comprendre cette méthode-là, si chaque parent pouvait s'approprier cette méthode, madame, il n'y aurait pas d'échec dans le système. Devenir l'ami de son enfant. L'ami. Mais là encore, c'est un vaste programme. Comment devenir ami? On va y arriver, madame. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que voilà une autre catégorie. Et voilà la méthode que ceux-là utilisent. Utilise. Quand les amis laissent les enfants, ils se retrouvent à la portée de toute la modernité et de toutes les évolutions technologiques. Aujourd'hui, la mode, c'est les tablettes, c'est l'ordinateur et tout. Mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. En Europe, par exemple, sur les télés, il y a une option qui est le contrôle parental. Mais il y en a ici aussi. Hein. Bon, ok, mais Il y en a ici. Mais rares sont les parents qui l'utilisent. Qui l'activent, voilà. Donc c'est tout comme si ça n'existe pas. C'est tout comme si. Les enfants, ils ont accès à tout ce que leurs parents ne veulent pas qu'ils aient comme valeur. Et vous savez, le danger avec ces choses-là, c'est qu'à force de répétition, comme Hitler le disait, même un mensonge finit par avoir les mêmes effets que la vérité. Il y a des choses qu'on n'a pas envie que nos enfants aient comme attitude. Il y a des attitudes qu'on n'a pas envie qu'ils aient. Mais à force de voir ça à la télé, à force de voir ça sur Internet, à force de voir ça dans les journaux, ils finissent par croire que c'est ce qui est. Et ils s'approprient ça et ils évoluent en fonction. Et après, les parents, ils sont étonnés, ils sont surpris. Mais ils n'ont pas pris le contrôle. Aujourd'hui, ils n'ont pas le lead sur l'éducation de leurs enfants. Donc voilà nos types d'acteurs. Eux, ils font, la méthode qu'ils utilisent, c'est le brain washing, c'est-à-dire le lavage de cerveau. On vous enlève ce que vous avez comme valeur, ce que vos parents ont implanté en vous. Et après, on fait le brainstorming. On vous installe d'autres valeurs qui sont souvent aux antipodes des valeurs de vos parents. Aux antipodes des valeurs qu'ils ont envie que vous ayez. Et puis, vous restez dans ce système. Un système hybride où personne ne maîtrise rien. Et vous évoluez. Ce qui est malheureux, c'est que tout le monde est toujours surpris
par le résultat. Madame, vous ne pouvez pas s'aimer des arachides et espérer récolter du cacao en lieu et place. Ce n'est pas possible. Donc, quand on ne contrôle rien, quand on n'exécute rien, on ne s'attend pas à avoir des résultats. Voilà un autre type d'acteurs de l'éducation de nos enfants. Les parents, ils interviennent en dernière position. En dernière position en termes de volume horaire, en termes de qualité de l'intervention. Parce que très souvent, les parents que nous sommes, on aime éduquer par procuration, comme je le dis, par dérogation de pouvoir. On délègue par délégation de pouvoir, pardon. Il suffit aujourd'hui que un jeune homme, une jeune femme ait un petit travail et l'enfant qu'ils ont, au lieu de faire des efforts pour avoir eux-mêmes le contrôle de l'éducation de leur enfant, on s'en débarrasse, on le dépose chez grand-maman. Or, les grands-parents, je suis désolé, ne seront jamais des parents. Ils ne pourront jamais éduquer un enfant dans la rigueur des parents. Ce n'est pas possible. Si vous laissez votre enfant, on va dire, mais maman m'a bien éduqué. Donc, je suppose que maman va bien éduquer mon enfant. Non, elle va plutôt chouchouter l'enfant. Exactement. Laisser passer des caprices, tout ça. Exactement, Parce madame. que ce n'est pas son enfant, c'est son petit enfant. Enfant. Les défis sont différents. Les objectifs sont différents. Donc, ça ne doit pas être. Madame, au regard de ce tableau, les parents n'ont plus le lead. Les parents n'ont plus la main sur l'éducation de leur enfant. Il faut qu'ils reviennent à la tâche. Mais c'est difficile dans ce monde où tout va vite. Vous avez bien dit qu'un parent doit être d'abord un bon éleveur et un bon éducateur. Et même si c'est ce qui prime, je parle d'être bon éleveur, comment faire pour devenir après un bon éducateur, un bon ami, comme vous nous l'avez conseillé? Parce que le parent est obligé de se lever tôt, aller au travail pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Alors, pour quelqu'un qui a un programme assez chargé, comment cette personne peut être après un bon éducateur? Parce que la personne va chercher de quoi subvenir aux besoins de l'enfant. Et si la personne reste à la maison, ça va être difficile d'avoir de quoi manger. S'il vous plaît, donnez-nous des conseils. Madame, déjà, il y a un qualificatif que vous avez utilisé qui me plaît. Un bon éleveur. Parce que le parent, il doit être d'abord et avant tout un bon éleveur. Ça, c'est la faculté que Dieu lui a donnée. Mais malheureusement, le constat, c'est que tout le monde n'est pas bon éleveur. La plupart des parents sont déjà de piètres éleveurs. Pourquoi vous dites ça? Madame, je vais vous l'expliquer. Argumentez donc, nous vous Voilà. écoutons. On est juste des éleveurs, même pas de bons éleveurs. On est des propriétaires de fermes, des propriétaires de cheptels. On donne vie à des enfants. Vous êtes dur avec nous ce matin. Oui, parce qu'il faut que je choque, madame, pour qu'on prenne conscience du rôle qu'on a à jouer. C'est pour ça que je choisis des mots particulièrement pas tendres. Parce que je n'ai pas envie que les Ivoiriens nouveaux soient des Ivoiriens aux valeurs galvaudées. Non, je n'ai pas envie de ça. Donc, vous savez, les parents, il faut d'abord qu'ils commencent à être de bons éleveurs. Un bon éleveur, c'est un bon berger. Il conduit son troupeau lui-même, pas par délégation de pouvoir. Le berger, il est avec le troupeau, il marche avec le troupeau, il endure avec le troupeau. Nous, on prend prétexte, madame, de ce qu'on n'a pas le temps, de ce qu'on est trop absorbé par la charge de travail et tout, pour ne pas organiser notre temps avec nos enfants. Moi, il m'est arrivé de voir plusieurs parents qui prennent leurs vacances. Ils vont à Tahiti, ils vont à Honolulu. Et madame, les enfants sont en Côte d'Ivoire. Non. Mais je vous le dis, madame, on prend des vacances, on n'a pas beaucoup de moyens, on va se faire plaisir et les enfants et madame sont ici. Parce qu'on s'est dit, le billet d'avion pour tout le monde, ça coûte cher. Mais si ça coûte cher, vous n'êtes pas obligé d'aller en Europe. On peut aller à Yamoussoukro. Vous pouvez aller à Montfla, mon village. Il y a des hôtels là-bas qui coûtent 2000 francs la nuit. Pour toute la famille, vous pouvez faire un an avec très peu de moyens. Et vous avez le temps de voir vos enfants. Vous avez le temps de les suivre. Vous avez le temps de leur inculquer des valeurs, madame. Donc déjà, il faut être un bon berger. Le bon berger, il ne se contente pas de donner seulement du pâturage, mais il trouve du vrai pâturage. Ça dit des bonnes choses pour son enfant. Ça, c'est le bon berger. Pas le berger par délégation de pouvoir. Encore là, c'est un autre débat hein, quand on parle de bonnes choses, parce qu'on a remarqué par exemple des parents qui sont très souvent absents et qui se disent que c'est bon d'offrir des cadeaux, d'offrir à l'enfant tout ce que l'enfant demande sans contrôle. Ça aussi, c'est pas être un bon éleveur. C'est être un
piètre éleveur. Ben oui. Parce que très souvent, on se dit, bon, ben, il y a des lacunes, il faut que je comble ces lacunes. Comme je ne suis pas là, bon, ben alors, j'ai un peu de moyens. Voilà, bon, vous voulez quoi? Vous voulez de l'argent? Tenez, vous voulez ça? Tenez des vêtements? Tenez, vous voulez ça? Tenez. Le dernier jeu à la mode, tiens. Mais sans même demander souvent le résultat à l'école de l'enfant. Hein. Moi, j'ai vu des parents dont les enfants, excusez-moi, sont carrément derniers de la classe, mais ils ont tout le confort. C'est pas possible. Des jeux vidéo à X heures qu'ils peuvent utiliser. C'est dur. Hein. C'est pour ça, madame, que je vous ai dit, là encore, je fais même une différence entre éleveur et bon éleveur. Voilà. Mais déjà, donc, passer des bons éleveurs à éducateurs, ça, c'est un autre programme. Oh, il le faut. Il faut que chacun d'entre nous soit un éducateur, un transmetteur de valeurs pour son enfant. Et donc, ce rôle d'éducateur, ça s'assume à tous les instants. Il y a des moments clés dans la vie d'un enfant, par exemple, la douche. Et très souvent, madame la domestique prend les enfants, faut les laver. Pendant que madame, elle peut se donner de la peine, madame. Quand on fait un enfant, on choisit de faire un enfant, on choisit en même temps d'assumer les sacrifices. Donc, le matin, faites l'effort, par exemple, de laver vos enfants vous-même. Allez dans la douche avec... Je n'ai pas dit de se laver avec son enfant. De laver l'enfant, c'est différent. Je dis, voilà, de lui donner sa douche. Ouais. Ça vous permettra de lui montrer comment on prend sa douche, de parler avec lui pendant ce temps. Qu'est-ce que tu as fait hier à l'école? Qu'est-ce que tu as fait pendant... Même si c'est 5 minutes, il faut que ce soit 5 minutes de valeur. Monsieur Zambi Frédéric, oui, madame. Comment être le vrai éducateur de son enfant? C'est un vaste sujet. Un vaste sujet. En 10-15 minutes, on ne peut pas entrer dans tous les détails. Aujourd'hui, on s'est un peu attardé sur le point être un bon éleveur. On n'a pas encore terminé. C'est un thème qu'on va aborder au fur et à mesure afin que chaque parent qui nous suit, qui suit Matin Bonheur, puisse tirer le meilleur de nos différents entretiens. Donc, avec votre permission, on continuera ce débat. Absolument. La prochaine fois, on ne peut pas... Non, c'est pas possible. On va pas les laguer. Voilà. On va pas les laguer. Exactement. C'est quelque chose de tellement sérieux qu'il faut qu'on prenne le temps de s'attarder sur les choses pour que les parents comprennent. Pour que les parents comprennent avec, bien sûr, des exemples comme vous venez de le faire. Absolument. Parce que très souvent, les parents, on est très diplômés, on a beaucoup de culture, mais quand il s'agit de l'éducation de nos enfants, ben là, très souvent... Mais on ne nous enseigne pas à être parents, hein. Maintenant. C'est souvent compliqué. Hein. Les bras sont ouverts, madame. Merci d'être là. Les bras sont ouverts, venez à nous, on va vous aider. Merci beaucoup. Alors, nous rappelons que vous êtes psychothérapeute. Éducateur de famille. Éducateur de famille aussi. Oui. Et vous vous tenez à la disposition de tout le monde. Absolument. Afin qu'on soit meilleur dans notre rôle de parent. Absolument. Et dans notre rôle de membre de famille. Absolument. On va laisser le côté intellectuel, tout cela. La famille d'abord. Et puis le bonheur forcément suivra. Absolument. Alors, comment on peut vous joindre? 07 65 29 27 ou le 01 38 38 51. Tu peux répéter? 07 65 29 27 ou le 01 38 38 encore 51. Monsieur Zambi Frédéric, nous vous disons merci. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite, comment être le vrai éducateur de son enfant. C'est avec plaisir, madame, que je serai là. Merci. Excellente journée à vous. Merci. Nous avons la possibilité de recevoir maintenant, amis téléspectateurs, nos différents invités de la direction commerciale et marketing. Et le premier invité se nomme Dr Elias Ham, j'ai envie de dire docteur iridologie, parce qu'il nous parle à chaque fois du bilan d'iridologie qui est gratuit maintenant depuis pratiquement 1 an. Et nous parlerons aussi de complications du surpoids avec lui. Bonjour docteur. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonne arrivée sur notre plateau. Merci. Et puisque vous êtes un habitué, vous savez que forcément on va vous demander de nous donner encore une fois la définition de l'iridologie. Toujours on essaie de simplifier le terme pour que les gens puissent bien comprendre de quoi il s'agit. C'est un bilan de santé qui ne prend pas du temps, qui ne nécessite pas une préparation préalable et qui n'empêche pas de continuer notre journée normalement. Donc on va visualiser comment notre organisme il fonctionne. Par d'autres termes, on va déchiffrer les codes de nos organes, on va expliquer ça à la personne qui est devant nous, on va lui donner toutes les informations
disponible sur son organisme et on va lui montrer quel chemin à suivre pour avoir une meilleure santé. C'est ça le but d'iridologie. Donc, le but, c'est curatif et c'est préventif en même temps. Bien Donc, sûr. on va prévenir l'apparition d'une grave maladie par les symptômes qui sont cachés ou bien les maladies qui sont asymptomatiques et on va montrer un chemin à suivre pour avoir une bonne santé. Le chemin, toujours, ce n'est pas un traitement médical seulement, c'est un régime alimentaire, c'est un changement de mode de vie, C'est cela. c'est toute une gamme que la personne va effectuer pour avoir une bonne santé. Et bien sûr, il y a un âge pour pouvoir participer à ce bilan. Toujours à partir de 16 ans, parce qu'on a tous les signes iridiens qui sont complets au niveau de l'iris. On répète, l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Pour les gens qui se mettent devant un miroir et ils vont voir des couleurs dans leurs yeux, ces couleurs-là sont des lacunes. C'est ces couleurs-là que nous, on va étudier et on va donner des diagnostics à travers ces lacunes-là. Donc, toutes les couleurs que vous voyez dans vos yeux, ce n'est pas au hasard, c'est vrai pour la beauté de l'œil, oui, mais ça montre C'est un indicateur diagnostic. aussi. Voilà, donc comme on donne toujours un exemple, les gens qui ont les yeux qui sont plus clairs que d'autres, ils sont un terrain fragile. Donc, ils sont des personnes qui peuvent avoir des maladies beaucoup plus que d'autres personnes. Voilà un exemple qu'on C'est donne. juste un exemple. Voilà, donc et à fur et à mesure, on va donner toujours des exemples C'est sur cela. l'iridologie. Et vous nous dites qu'avec votre méthode, on peut régler le surpoids. Voilà. Pourquoi le surpoids? Parce qu'il y a plusieurs causes. À travers le bilan d'iridologie, on va détecter quelle est la cause bien précise du surpoids, l'une des maladies qu'on est en train de donner une solution. Donc, on va montrer le chemin à suivre, quelle est la cause, quel est l'organe en question, et on va lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour procéder à une bonne santé. C'est ça le but d'iridologie. On répète toujours, pour la personne qui se sent en forme, qui ne souffre pas d'une maladie, il faut qu'il fasse, tout d'abord par curiosité, deuxièmement pour savoir s'il y a une maladie asymptomatique, pour les gens qui souffrent d'une maladie qui ne se termine pas, des maladies qui se finissent jamais. Donc il faut faire ce bilan-là pour voir de quoi il s'agit et pour être sûr du chemin du traitement qu'ils sont en train de faire. Et on vous retrouve où? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour le contact téléphonique, c'est le 05 06 23 24. Donc je répète, le 05 06 23 24. Et pendant que nos téléspectateurs notent le contact qui s'affiche à l'écran, il est bon de nous dire à partir de quelle heure vous recevez. À partir de 8 heures jusqu'à 14 heures normalement, donc tous les jours. Non-stop. Non-stop. D'accord. Donc juste après la matinale, là, vous Exactement. courez au bureau Exactement. pour recevoir toutes les Voilà. personnes qui viendront. 05 06 23 à 24 pour vous joindre. Rendez-vous de 8h à 14h pour le bilan d'iridologie et c'est gratuit. Exactement. Le jeudi, comme ça tombe un jour férié, on est toujours dans notre service pour recevoir les gens Même également. le férié, vous travaillez. Voilà. Parce que hier, Hier aussi, férié, on a vous avez travaillé. Voilà. Merci. Le jeudi également. Vous êtes là. Voilà. Merci docteur. Merci pour vous. Bonne Excellent. journée. Merci à vous aussi. Avant de recevoir nos prochains invités, amis téléspectateurs, marquons une pause qui se veut publicitaire.